Fenêtre sur le monde vous emmène dans les concepts de la géopolitique. Une troisième émission pour aborder la question de la guerre du Péloponnèse et de Thucydide, avec une série de cartes que vous allez voir à l'écran. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de la guerre du Péloponnèse à proprement parler. C'est un affrontement entre Athènes et Sparte. Thucydide, historien grec, général, chef d'entreprise, il possède des mines, écrit la guerre du Péloponnèse. Ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé, c'est un document d'histoire, mais cet ouvrage permet également de retirer de très nombreux concepts qui sont aujourd'hui essentiels pour comprendre la géopolitique. Et c'est en cela que c'est intéressant. Et donc je vais parler de la guerre du Péloponnèse, non pas de la guerre du Péloponnèse en tant que telle, mais des concepts que nous donne Thucydide dans son histoire de la guerre du Péloponnèse pour comprendre aujourd'hui la géopolitique. Vous avez à l'écran une carte qui vous montre la Grèce. Donc nous sommes là avec le décor où s'est déroulée la guerre du Péloponnèse, une guerre qui se déroule notamment avec l'Asie mineure, avec le Péloponnèse évidemment, Athènes et l'Achaïe, de nombreuses îles de la mer Égée, et puis des combats également en Sicile. Nous y reviendrons car ils sont importants. Et puis en bas, on a indiqué une frise qui vous montre donc l'évolution de la guerre du Péloponnèse, avec notamment l'expédition de Sicile qui est en 415 et la fameuse bataille d'Égos-Potamos qui met un terme à la guerre du Péloponnèse. On a représenté en violet Sparte et ses alliés, et on a représenté en jaune Athènes et ses alliés, et puis en vert des États neutres, puisqu'on a deux blocs qui s'affrontent, à savoir le bloc athénien et le bloc spartiate. Il faut commencer par faire litière de la théorie qui circule, le fameux piège de Thucydide. Ce qui est raconté dans ce livre est peut-être intéressant pour comprendre les relations entre la Russie entre la Chine et les États-Unis. En revanche, il ne correspond pas du tout à la guerre du Péloponnèse. L'idée selon laquelle une puissance qui émerge va entrer, quasiment par voie de conséquence, en guerre avec la puissance numéro 1, peut-être que ça marche aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout ce que dit Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Donc l'auteur prête à Thucydide des propos qu'il lui-même n'a pas tenus, et une analyse qui est un contresens par rapport à l'histoire de la guerre du Péloponnèse. D'abord parce que chez Thucydide, il n'y a pas de déterminisme. C'est le premier élément. C'est d'ailleurs assez rare chez les Grecs. Ensuite, parce que Athènes et Sparte ne sont pas des puissances qui émergent. Ce sont deux puissances établies. Deux puissances établies qui entrent en guerre parce que les deux ont peur de l'autre et parce qu'elles craignent que les envahissent, qu'elles prennent le contrôle de l'autre. Donc il y a une volonté en fait de maintenir un équilibre. Non pas de renverser le numéro 1, mais de maintenir un équilibre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la guerre du Péloponnèse, parmi tous les concepts intéressants qu'elle nous donne, il y a notamment le concept du rapport, de la dialectique entre la terre et la mer. Je l'ai brièvement évoqué dans la vidéo consacrée à Mackinder et au Heartland. On l'a en plein dans la guerre du Péloponnèse. Sparte est ce qu'on appelle une puissance continentale, puissance terrestre, avec ses fantassins, avec ses hoplites, quand Athènes est une puissance maritime. Et on le voit d'ailleurs dans la géographie. Sparte est ramassée, on a le Péloponnèse, on a une partie de la région de Delphes et de Thèbes, donc davantage centrée sur la terre, alors que Athènes, du moins la confédération athénienne, est émiettée au long de la mer Égée jusqu'à Byzance, et puis ce qu'on appelle l'Asie mineure, les Grecs, les cités grecques qui sont présentes dans l'Asie mineure, notamment Éphèse, Milet, Halicarnasse, etc. Donc il est évident qu'à partir de là, il faut avoir une puissance maritime, et Athènes est une grande puissance maritime. On a donc effectivement un affrontement entre la terre et la mer, mais ce serait réducteur que de s'arrêter là. En réalité, Athènes est aussi une puissance de la terre. Athènes a également une armée de terre. Et Sparte, pour gagner, a dû faire appel à une marine, et Sparte notamment alliée avec les Perses,
de manière à prendre Athènes en tenaille et à vaincre Athènes. Donc, il y a une dialectique terre-mer, mais cette dialectique n'est pas absolue, puisqu'en réalité, les puissances victorieuses doivent posséder à la fois la maîtrise de la mer et la maîtrise de la terre. Deuxième concept intéressant dans la guerre du Péloponnèse, la question de la guerre économique. Ça, Thucydide l'a très bien compris. Thucydide est général et il possède des mines, notamment des mines dans la région qui est ici, ce qui va conduire une expédition avec d'un côté les Spartiates qui, par la terre, vont essayer de prendre le contrôle de la région qui est là, alors que les Athéniens, menés par Thucydide, partent en mer et vont arriver ici en mer. Thucydide arrive trop tard, il perd la bataille, il est donc exilé, ce qui nous a permis ainsi d'avoir la guerre du Péloponnèse, puisqu'il a passé son temps d'exil à écrire son livre, donc c'est très bien pour nous. Mais l'objet de cette guerre est de prendre le contrôle de la région ici, où l'on a des mines, notamment des mines d'or, et également de contrôler les routes commerciales qui passent par les détroits, qui permettent de passer par le Bosphore et les Dardanelles, notamment la ville de Byzance, et d'arriver ensuite en mer Noire, qui est un des greniers à blé de la Grèce. On a donc, dès l'origine du conflit, la compréhension claire chez les Spartiates comme chez les Athéniens qu'il faut maîtriser les ressources énergétiques, ici la nourriture, puisque la nourriture c'est de l'énergie, il faut les maîtriser si on veut gagner la guerre. Et donc nous avons une guerre qui est une guerre militaire, mais qui est également une guerre économique pour le contrôle des ressources. Ça donnera lieu également à l'expédition de Sicile, où Alcibiade s'est retrouvé malheureux, Alcibiade qui, malgré lui, a participé à cette expédition de Sicile qui vise à faire main basse sur la Sicile, qui est un autre grenier à blé de la Grèce. Ça a échoué, les bateaux athéniens ont été pris dans une tempête, donc une partie a été détruite par la tempête, et ensuite, il y a eu des batailles terrestres où les Athéniens n'ont pas réussi à prendre pied et ont été vaincus. Mais l'expédition de Sicile vise à prendre le contrôle des ressources énergétiques, des ressources alimentaires. On ne peut donc pas opposer dans une guerre l'armée d'un côté et, on pourrait dire, le matériel, les ressources alimentaires, les questions énergétiques. C'est évidemment essentiel et fondamental. Troisième grand concept que l'on retrouve chez Thucydide, il y en a beaucoup, mais je vous donne les principaux. Et je vais montrer ça avec une autre carte, la même, mais où je peux écrire sans trop alourdir la carte. Le concept de l'impérialisme, le concept de la puissance. Les relations internationales ne reposent pas sur la morale. Les relations internationales reposent sur la puissance. Le plus fort impose sa loi. On retrouve ça notamment dans la fable du loup et de l'agneau. Et on a ça chez Thucydide dans un discours célèbre, qui est le discours des Méliens, dialogue des Athéniens et des Méliens. Je vous le résume très brièvement. Mélos est une île, petite île, qui est dans le giron de Sparte, et Athènes veut prendre cette île. Et les Méliens disent, vous ne pouvez pas la prendre, puisque nous ne sommes pas en guerre contre vous, nous avons donc le droit avec nous, nous sommes pacifiques, et nous avons le droit avec nous. Et Athènes dit, peu m'importe le droit, j'ai la puissance, je veux vous prendre, je vais donc vous prendre. Le discours, le dialogue, est un dialogue très relevé, dans la plus pure tradition des dialogues grecs, et ça aboutit à ce que Athènes attaque Mélos et prend Mélos. Mais, chose très intéressante, et on arrive là à un autre concept, quatrième concept que je voulais voir avec vous, c'est que si Mélos est prise, ce n'est pas parce qu'Athènes est la plus forte. Athènes est la plus forte, donc attaque. Athènes met le siège de la ville et attaque. Mais, nous dit Thucydide, en deux phrases extrêmement expéditives, il y a des traîtres à Mélos. Des traîtres qui, la nuit, ouvrent les portes de la cité et permettent aux armées athéniennes d'entrer dans la cité et ainsi de prendre la ville. Et donc, Thucydide réfléchit sur la question du droit et la question de la puissance. Celui qui est puissant impose son droit,
celui qui est puissant impose sa loi, mais il y a toujours la trahison. Il ne faut pas croire que les cités font bloc, qu'elles sont unies. Il y a à l'intérieur même de la cité la question de la trahison de ceux qui, pour des raisons idéologiques, financières ou autres, se mettent du côté de l'ennemi et ouvrent les portes pour laisser entrer l'ennemi. Cette question de la trahison, cette question de l'ennemi de l'intérieur est une question qui est également fondamentale dans l'analyse géopolitique. Un autre sujet, autre concept important chez Thucydide, c'est la question de la guerre civile, ce que les Grecs appellent la stasis. La stasis, c'est la guerre civile, c'est la cité divisée contre elle-même. Athènes a été divisée contre elle-même, avec notamment la question d'Alcibiade, qui a été exclue de la cité. Alcibiade, c'est le chasseur pourpre. Thucydide, lui aussi, a été exclu de la cité, à la suite de son opération manquée. Athènes est donc prise dans les vertiges de la guerre civile, ce qui facilite les opérations spartiates et la prise de la cité par Sparte. Alcibiade, d'ailleurs, s'est mis au service des Spartiates, au service des Perses, donc des ennemis d'Athènes. Et là, Thucydide pose le sujet de la guerre civile, de la division, des divisions internes qui menacent la cité et qui font que celle-ci échoue. Et donc perd sa puissance et perd sa souveraineté. Le dernier concept que je voulais évoquer, il y en a beaucoup d'autres, je vous donne les principaux, et puis on va rester dans des formats d'émissions qui soient brefs, mais le dernier concept important, c'est la question des alliances. J'ai évoqué la puissance, il y a bien évidemment les alliances, alliance athénienne, la Ligue de Délos, Délos, une île de la mer Égée, dans les Cyclades, l'alliance du Péloponnèse, alliance autour de Sparte, et puis les alliances de revers. Sparte, c'est notamment alliée avec les Perses, qui sont ici, qui ont pu attaquer les cités athéniennes pour se venger, notamment des guerres médiques, où les Athéniens avaient été vaincus, et Sparte n'hésite pas à faire alliance avec l'ennemi traditionnel d'Athènes, et c'est par cette alliance que Sparte a pu l'emporter. Aussi puissant qu'une cité soit, si elle n'a pas d'alliance, si elle est seule, elle perd. Les alliances sont donc essentielles. Les alliances ne reposent pas sur des questions idéologiques ou intellectuelles. Les alliances reposent sur un seul élément, gagner la guerre. C'est ce qu'ont fait les Spartiates en s'associant aux Perses.